Alors, là où les Anglais sont très bons, c'est que ce sont de très très grands négociateurs. Ils ont toujours été extrêmement bons en commerce et en négociation. En plus, ils se voient comme une île mondiale qui est à elle-même l'équivalent d'un continent par rapport à nous, le continent. Les Anglais sont très attachés à leur souveraineté. Et je me rappelle mon maître, le général Gallois, grand géopolitologue, qui avait fait la dissuasion nucléaire française. Donc c'était général Gallois, c'était quelque chose. Et il disait, lorsque nous échangions sur la géopolitique, on ne peut pas se demander si les Anglais quitteront l'Union européenne, mais quand, car c'est certain qu'ils le feront. Et il disait la même chose pour la Turquie. Il disait si la Turquie rentre dans l'Union européenne, elle en sortira. Parce qu'un pays qui est vraiment souverainiste ne peut pas rester dans une organisation qui a pour projet, non dit, mais réel, d'aboutir à un fédéralisme, une fédéralisation. Vous connaissez la différence entre la confédération et la fédération. La confédération, ce n'est pas la fédération des cons, c'est le contraire. La confédération permet le droit de sortie en droit constitutionnel, tandis que la fédération ne permet pas de sortir. L'idée, c'est qu'un jour, d'ailleurs, on vient d'adopter une résolution, ces jours-ci, à la Commission européenne et au Parlement européen, ubuesque, où on prévoit de commencer à sanctionner les organismes, les médias qui auraient des discours europhobes. Donc, vous verrez, on va petit à petit arriver vers une sorte de fédération de type soviétique où on va même interdire l'idée, non seulement du droit de sortie, mais de discours critique, radical vis-à-vis de l'Union européenne. Les Anglais ne supportent pas cela et de leur point de vue, on peut les comprendre. C'est un pays qui a gardé sa monnaie, c'est un pays qui n'est pas rentré dans Schengen, l'espace de libre-échange, de libre circulation des personnes, alors que la Suisse, qui n'est pas membre de l'Union européenne, est dans Schengen. Donc l'Angleterre, elle a toujours pris uniquement ce qui l'arrangeait et elle a gardé les véritables pans de souveraineté, battre monnaie, gérer sa frontière, d'où l'histoire de Calais. D'ailleurs, plusieurs pays européens ne sont pas rentrés dans Schengen. Donc voilà, l'Angleterre, elle est relativement logique. Ensuite, il y a eu un référendum tout à fait démocratique qui prévoit la sortie. Le problème, c'est que comment on sort? Avec un hard Brexit, premier scénario. Le hard Brexit, c'est on n'a pas trouvé un accord entre l'Union européenne et l'Angleterre pour le marché unique, pour la libre circulation des personnes et des biens, etc., pour le statut de l'Irlande du Nord, qui est compliqué, puisque l'Irlande du Nord, les pro-britanniques d'Irlande du Nord ne voudraient pas qu'un maintien dans l'union douanière de cette partie soit considéré comme une forme de début de réunification avec l'Irlande du Sud. Donc il y a le problème géopolitique épineux des deux Irlandes qui pourrit un peu le dossier. Et c'est là toute la difficulté du plan B de Madame Theresa May. Donc voilà, premier scénario, le hard Brexit. On n'a pas d'accord, donc on retombe dans quoi? Pas forcément dramatique, on retombe dans l'OMC. Et oui, quand il n'y a pas d'accord de libre-échange entre les deux entités, eh bien, il y a quand même l'Organisation mondiale du commerce qui prévoit 4 à 5% de droits de douane incompressibles. Ce n'est pas non plus 70% de droits de douane. Donc, ce n'est pas non plus si catastrophique qu'on le dit. Même si c'est problématique, ça va coûter de l'argent. Donc, premier scénario, ce n'est pas forcément la fin du monde, c'est 4% de droits de douane. Voilà, pour exporter ou pour importer. Et encore, on peut s'entendre ensuite bilatéralement. Ne croyez pas que l'Allemand va être assez suicidaire pour dire « moi, j'applique scrupuleusement les accords de l'OMC et je refuse un accord bilatéral avec l'Angleterre qui me propose un abaissement à 0 de droits de douane pour l'exportation des voitures. Croyez-vous que les Allemands seront assez suicidaires pour dire « ah non, par respect pour les autres pays européens qui ne sont pas d'accord, je refuse un accord bilatéral ». Mais non, l'Angleterre s'arrangera pour faire des accords ad hoc avec les pays qui voudront continuer à exporter sans entrave vers elle. Donc le premier scénario, c'est le pire, mais est-ce qu'il est si pire que ça? C'est pas sûr. Deuxième scénario, on trouve un accord, le fameux plan B de Theresa May, qui pourtant n'est pas encore trouvé, mais un plan B qui sera un peu plus acceptable que le premier qui a été recalé à cause de la question d'ailleurs épineuse de l'Irlande. Très difficile de l'accepter ce plan B, mais admettons qu'on finisse par y arriver, parce que pour l'instant, on est encore à J-3. Vous savez qu'à un moment, on arrivera à l'expiration du délai, mais ce délai pendant lequel on négocie une sortie, parce que l'Angleterre a négocié sa sortie par un référendum, mais après, ça ne se fait pas en 2 jours, il y a un délai. Le délai peut être reconduit de 3 mois, puis d'1 an, voire jusqu'à 2 ans. Ça veut dire que le délai initial de 2 ans, ça peut devenir 4 ans. Donc on a encore du temps pour négocier, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'accord, parce que chacun veut tirer son épingle du jeu. Les Européens veulent le maximum de contrôle sur l'Angleterre dans le cadre d'une union douanière qui serait contraignante pour les Anglais. En échange de l'accès au marché européen, ils devraient se conformer à des normes européennes, ce que ne veulent pas les souverainistes anglais. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais puisqu'on est encore à 3 mois de la première échéance
et à 2 ans plus 3 mois de l'échéance maximale, parce qu'on peut rajouter 2 ans, finalement, on a encore 2 ans pour négocier. On va peut-être faire perdurer. C'est le troisième scénario. Le troisième scénario, ce n'est pas le hard Brexit, ce n'est pas l'accord plan B, donc un accord consensuel qu'on a fini par trouver dans les temps. Ce n'est pas d'accord dans les temps, mais un délai supplémentaire pour trouver un accord en dehors des temps initiaux, afin d'éviter le premier scénario du hard Brexit. Donc ce troisième scénario, c'est celui d'un accord trouvé plus tard avec une prolongation du délai. Pendant ce délai, il y a un petit problème, c'est vrai, c'est les élections européennes. Vont-ils garder leurs députés actuels, les Anglais? Vont-ils finalement, si on proroge, voter et avoir de nouveaux députés? Troisième solution, pas de députés du tout. Quatrième solution, des députés anglais qui, ad hoc, viendraient voter pendant qu'ils sont dans la période de transition en tant que députés européens. Donc vous voyez, on a quand même 4. On a plein d'imagination, il y a plein de possibilités. Ceux qui disent c'est la catastrophe, c'est un cataclysme, c'est une perte de 5, 10, 15% de PIB, c'est le retour 20 ans en arrière. Tout cela est fait pour nous faire peur dans le cadre d'une négociation. Ça se fait souvent par la peur. Trump connaît très bien le système. Donc ne vous laissez pas impressionner. Le but aussi, bien entendu, et je comprends les européistes, c'est de faire peur aux futurs Brexiteurs, ou Grexiteurs, ou Italexiteurs, ou Franxiteurs. C'est sûr que si ça se passe le plus mal possible pour les Anglais, ou en tout cas si on nous fait croire que c'est terrible, eh bien tous ceux qui sont tentés par un Frexit, ou un Grexit, ou un Italexit, vont être un petit peu refroidis. Et c'est de bonne guerre que les européistes veulent tirer cette sonnette d'alarme. Vous voyez, donc on a plusieurs scénarios entre le hard Brexit, le soft Brexit, le scénario de l'attente. On a quand même pas mal de scénarios. Puis il y a un quatrième scénario, qui est celui, à mon avis, qui devient de plus en plus probable. Celui qui était totalement exclu par tout le monde jusqu'à il y a quelques jours. Eh bien, c'est le scénario du retour à la case d'épargne. Finalement, Theresa May est désavouée. C'est très possible, elle ne va pas rester éternellement, elle devient un problème, même si elle est courageuse et elle a tout fait, alors qu'elle n'était pas pour le Brexit, elle a tout fait pour essayer de maintenir la volonté démocratique des Anglais. Ça devrait donner des leçons aux Français. Parce qu'en Angleterre, quand on vote, il y a quand même une habitude de la tradition démocratique en Angleterre qui dit qu'on respecte le vote du peuple souverain. Ce n'est pas 9 juges comme en France qui annulent toutes les lois en Angleterre, le vote c'est sacré. Donc elle essaie d'accomplir sa mission. Si elle n'y arrive pas, la gauche et les europhiles de son propre parti, parce que la gauche de Jeremy Corbyn comme son propre parti sont divisés tous les deux entre hard Brexiteurs, Brexiteurs et pas Brexiteurs. Donc des deux côtés. Et probablement ceux qui veulent éviter les scénarios du pire, où finalement le scénario du soft Brexit n'arrange pas beaucoup de gens, puisque l'Angleterre n'aura plus son droit de décision dans l'Union européenne, mais pour qu'il y ait un accord, l'Angleterre devra quand même se soumettre à des réglementations européennes sans pouvoir voter. Et certains se disent finalement, entre le hard Brexit et rester dans l'Union européenne, il n'y a rien qui nous intéresse au milieu, parce qu'au milieu, on aura les inconvénients sans les avantages. Donc probablement, même certains qui étaient pour le Brexit vont finir petit à petit par accepter l'idée d'un nouveau vote. On se lavera les mains parce que ce sera peut-être la gauche, en tout cas ce ne sera pas les mêmes, d'ailleurs beaucoup ont démissionné. Et finalement, on va peut-être revoter pour maintenir l'Angleterre dans l'Union européenne. Alors, message de conclusion un peu ironique, pour tous les anglo-sceptiques de tradition française très connue, qui n'aiment pas trop la perfide Albion, eh bien, vous allez peut-être vous coltiner encore plein d'années l'Angleterre dans l'Union européenne. Et oui, pour ceux comme moi qui étaient assez satisfaits finalement que ceux que le général de Gaulle qualifiés de 5e colonne des États-Unis en Europe, qui nous ont toujours empêchés de faire plein d'accords de défense et d'approfondissement, tous ceux qui étaient heureux que l'Angleterre parte parce qu'on serait un peu plus tranquille, eh bien, vous allez vous coltiner probablement les Anglais très très longtemps, parce que dans 2 ans, peut-être que finalement, ils vont rester ou revenir dans l'Union européenne.